Voilà, donc je vais tout de suite donner la parole à la première intervenante, Pascale Chénon, finalement, qui va nous présenter une communication sur valorisation des matières fertilisantes, les nouveautés réglementaires dans le socle commun. Donc je lui laisse le soin de se présenter et présenter sa structure Vox Gaia. Bonjour, donc Pascale Chénon, Vox Gaia. Donc Vox Gaia, je fais du conseil réglementaire pour la mise sur le marché des matières fertilisantes. Donc, alors... Ok, il faut appuyer sur... Ah, c'est bon. Parfait. Et le pointeur, ouais, merci. Voilà, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, là, ce matin, c'est vraiment en lien avec les textes qui ont été mis en consultation fin octobre. Un petit point de contexte. Aujourd'hui, la réglementation, donc le code rural, dit que si vous voulez importer, vendre, même utiliser des matières fertilisantes, il faut être dans l'un de ces cadres. Donc soit avoir une AMM, soit être conforme à une norme rendue d'application obligatoire qu'on appelle une norme NFU, être conforme à un cahier des charges, aujourd'hui il y en a 15 sur les digestats, ou avoir un permis ou une situation bien particulière dont je ne détaillerai pas aujourd'hui sur les SNUB. Vous pouvez aussi être conforme à la réglementation sur les déchets ou être conforme à un règlement européen, donc pour l'instant le 2003-2003, et à partir de juillet l'année prochaine, le 2019-1009. Donc le socle commun, finalement, va impacter quasiment toutes ces situations. Donc les textes qui ont été, dont je vais vous parler, donc il y a des décrets, des arrêtés, des documents qui ont été mis en consultation et des textes qui sont à venir. Donc on a un décret simple et un décret en Conseil d'État. Dans le décret simple, on nous décrit les fameuses catégories, les 3 catégories, A1, A2, B. Les critères de sortie de statut de déchets, ça c'est assez nouveau. Les critères d'innocuité et des critères d'efficacité agronomique. Dans le décret en Conseil d'État, on nous parle de fréquence d'analyse, d'étiquetage et de conditions d'usage et d'enregistrement pour les apports de contaminants. Donc on a un premier arrêté qui est assez conséquent, dit arrêté innocuité, où on nous présente les valeurs maximum, les valeurs seuil. On nous présente la liste des analyses à contrôler par nature de matières fertilisantes et d'intrants et les critères de sortie du statut de déchets. Ensuite, on a un arrêté beaucoup plus light sur les flux, donc les flux en éléments traces métalliques et en composés traces organiques. On a un arrêté dit test d'écotox qui est à venir, donc qui font partie des critères d'innocuité à respecter. À venir, on aura aussi un groupe de travail qui va permettre d'élaborer un arrêté efficacité qui est annoncé pour l'une des catégories, la catégorie B, et un groupe de travail et une modification d'arrêté aussi concernant l'enregistrement des apports de contaminants. Alors, ce qui est annoncé dans cette consultation, il y a eu des dates de mise en application annoncées qui se situent en fait entre 2023 et 2027. Donc, les critères qui seront à respecter, ça sera autant pour la mise sur le marché que pour l'utilisation, et c'est décrit dans le décret simple. Donc, en fait, il va y avoir des critères d'innocuité sur les ETM, les inertes, les CTO, les pathogènes, et une absence d'effets significatifs révélés par les tests d'écotox, c'est comme ça que c'est rédigé. Donc pour les 4 premiers critères, on retrouve ça dans l'arrêté en consultation, l'arrêté innocuité, et pour le dernier, donc ça va être un arrêté à rédiger. Au niveau de l'efficacité, ce qui est écrit dans ce décret simple, c'est qu'il faudra satisfaire des teneurs en matière organique, matière sèche, éléments nutritifs. Donc, pour la catégorie B, c'est un groupe de travail, donc un arrêté à rédiger. On imagine que pour les catégories A1 et A2, on devra se conformer aux AMM, à la norme ou au cahier des charges. C'est pas dit. Et il y a une partie, un alinéa dans le décret simple qui nous dit que les valeurs et les modalités les plus restrictives en termes d'innocuité pourront s'appliquer. Donc ça, pour l'instant, ce n'est pas vraiment clair. L'idée initiale du socle commun, c'était bien d'écraser les critères d'innocuité des textes existants
Du coup, avec cet alinéa, on ne sait plus trop si ça écrase ou si ces textes seront toujours en vigueur et qu'il faudra aller vérifier quel texte est le plus exigeant. Les fameuses 3 catégories. Donc A1, A2B, donc qui se distinguent par des critères d'innocuité. Et puis, au niveau de la catégorie B, on aura aussi des critères d'efficacité, ce qui signifie qu'en deçà de ces critères d'innocuité et d'efficacité, il pourra y avoir des matières qui ne pourront plus retourner au sol. Et comme je disais, en termes d'efficacité, pour A1 et A2, ça devrait être AMM, NFU ou cahier des charges Digesta. On a, pour ces 3 types de critères d'innocuité, les ETM, les inertes impuretés, CTO, et puis après, selon des intrants, surtout quand il y a des boues, voilà, des pathogènes ou pas de pathogènes, ou quand il y a des traitements d'hygiénisation ou pas. On n'a pas le temps de rentrer dans ce détail-là. Il y a une annexe qui nous liste les critères à contrôler, et là, encore une fois, ce sera un point de détail, j'allais dire, pas vraiment de détail, important, à contrôler avec le ministère sur, voilà, quels sont les critères à respecter, quels sont les critères à contrôler. Pour l'instant, c'est pas très clair. Au niveau des usages, la catégorie 1 permettra des usages professionnels et non professionnels, alors qu'en A2 et en B, on n'est qu'en usage professionnel. En A2, on pourra valoriser sans plan d'épandage. En B, ça sera dans le cadre d'un plan d'épandage. Dans le décret en Conseil d'État, il est indiqué que des matières fertilisantes support de culture ayant une AMM, mais qui ne respecteraient pas les critères du seuil du socle commun, pourraient continuer à être mis sur le marché au plus tard, à date d'expiration, ou au plus tard, pardon, au 1er janvier 2025. C'est une date qui reste à confirmer et personnellement, je n'ai pas bien compris comment des AMM ne pouvaient pas être conformes, puisque les seuils de l'ANSES sont au moins ceux de la A1, voire plus stricts. Et ça dit aussi que les MFSC qui sont conformes à une NFU, au cahier des charges ou utilisés dans le cadre du plan d'épandage, s'ils ne sont pas conformes au socle, ce qui là par contre est plus plausible, pourront être utilisés encore dans une période de 18 mois après la date de mise en application du socle. Les critères de sortie de statut de déchet. Alors ça, c'est très nouveau. Donc, à minima, il faudra respecter les critères d'innocuité de la catégorie A1, ce qui sous-entend que tout ce qui est en A2 et en B resterait sous statut de déchet, évidemment dans le cas où les matières sont constituées tout ou en partie de déchets. Ensuite, il faudra que l'établissement de production ait un système de gestion de la qualité ou soit certifié ISO 9001 ou 14001, qu'il y ait un contrôle qui se fasse de ce système de gestion par un organisme accrédité, un contrôle qui devrait se faire tous les 3 ans avec des prélèvements et des analyses, et que pour chaque lot, le producteur du déchet qu'il vient à produire établisse une attestation de conformité affichée de façon visible par les utilisateurs. Donc voilà, on ne sait pas, est-ce que ça veut dire que ça devrait être sur l'étiquette? Ça paraît un peu compliqué dans certains cas. Et donc, si on fait un peu de prospective, on pourrait imaginer qu'en A1, on ait des MFSC qui ont une AMM, mais qui sont en statut de déchet, ou des Digesta conformes au cahier des charges A1 qui restent en statut de déchet, et quid d'un déchet qui serait vendu à un non-professionnel? Il ne me semble pas que ça soit autorisé. Donc, ça, c'est encore des points à éclaircir. Au niveau des critères d'innocuité, donc je vous ai remis un petit rappel sur cette annexe. Les seuils en inerte et impureté en CTO, ils sont les mêmes, quelles que soient les catégories. Au niveau des pathogènes, c'est les mêmes, enfin c'est les critères du règlement sous-produits animaux en fait, sauf pour les biostimulants microbiens et puis des matières à base de boue ou les boues de steppe où là il y a des particularités. Et donc c'est vraiment sur les éléments traces métalliques que ces catégories se distinguent. Il y a aussi donc un arrêté flux pour les CTO et les ETM, et puis il y aura des évolutions réglementaires, un durcissement à partir du 1er janvier 2027, et puis des tests d'écotox où là pour l'instant on ne sait pas du tout vers où on va.
Alors, je vous ai fait quelques comparatifs entre la situation actuelle et le projet de socle. Donc là, je vous ai pris pour des MFSC qui seraient sous AMM. Donc, j'ai comparé en catégorie A1, il y a plusieurs sous-catégories. Là, j'ai pris autres matières fertilisantes pour un cas un peu général. Et l'arrêté du 1er avril 2020 pour les AMM. Donc, on va toujours avoir le même style de présentation. Vous avez en ordonnée les teneurs en ETM, en milligrammes par kilogramme de matière sèche. Les histogrammes vides, donc pour l'arsenic inorganique et le chrome 6, ça veut dire que dans un premier temps, l'analyse sera obligatoire, mais pas le respect des seuils. Donc, ce qu'on peut voir là, c'est que la différence, elle est uniquement sur le cadmium, sachant que dans le socle commun, on est même moins exigeant, on va dire ça comme ça, qu'aujourd'hui pour les AMM. On serait à 1,5 alors qu'aujourd'hui, on est à 1 pour les dossiers de demande d'AMM. À partir de 2027, obligation de respect des teneurs pour l'arsenic inorganique et le chrome 6. Et là où il y a des croix, ça signifie que le respect des seuils n'est plus obligatoire, les analyses ne sont plus obligatoires, bon, donc pour l'arsenic total et le chrome total. En ce qui concerne les engrais, alors ils ont mis dans la catégorie A1, ils ont pris les dénominations du règlement européen, donc ils appellent ça engrais inorganiques à macroéléments, donc engrais minéraux on va dire. Donc pareil, arsenic inorganique, chrome 6, les histogrammes vides. Là on voit des nouveaux ETM à analyser, cuivre et zinc et puis le cadmium dans des situations à faible teneur en PDO5. Une baisse quand même de beaucoup de seuils, là, pour le coup. Plomb, nickel, le cadmium et le mercure qui est carrément divisé par 2. Et pareil, 2027, analyse et respect des seuils obligatoires pour l'arsenic inorganique, le chrome 6. Plus de respect nécessaire pour le chrome total et l'arsenic total. Pour le cahier des charges d'IGESTA, là, je vous ai comparé en A1 avec la catégorie amendement organique ou engrais organique et A2. Donc là, on va pour le cadmium, il y a beaucoup de diversité en fait. Aujourd'hui, c'est 1,5. Si demain vous êtes en A2, donc vous restez en déchets, vous pourriez être jusqu'à 3. 2 en amendement organique, 1,5 en engrais organique. Donc il va falloir choisir son camp. Et toujours les mêmes évolutions pour 2027. Au niveau des boues et des effluents industriels, donc j'ai comparé par rapport aux arrêtés de 98. Donc là, par contre, ce qu'on voit, c'est que, à part pour le nickel, on a une baisse systématique finalement des seuils. Encore une fois, pour le mercure, c'est divisé par 2, pour le cadmium, c'est divisé par 2. Donc c'est des baisses quand même qui sont très importantes. Et donc toujours pareil, à partir du 1er janvier 2027, arsenic inorganique et chrome 6, des seuils à respecter. Donc là, on a, comme ce n'est pas des analyses qui se font aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'idée sur l'état des lieux par rapport aux boues, aux effluents indus qui sont épandus aujourd'hui. Pour le cadmium, il est indiqué qu'il y aura un nouveau seuil à fixer. Donc là, on ne sait pas du tout vers où on va. Et pour le cuivre et le zinc, des seuils qui seront diminués. Donc là, pour le coup, ça devient vraiment beaucoup plus strict. Ensuite, il y aura un enregistrement des apports de contaminants à faire qui sont décrits dans le décret en Conseil d'État. Donc là, il est indiqué le producteur de denrées alimentaires ou aliments pour animaux, dans le cadre d'une activité agricole, devra enregistrer les apports de contaminants. Les modalités seront à préciser dans la modification de l'arrêté registre après un groupe de travail. Donc là, on se pose quand même la question de quid de la situation des fertilisants dits CE qui seront mis sur le marché, puisque eux, il n'y a pas d'obligation par rapport à eux, mais on fait quand même référence à ce texte dans le décret. Quid des producteurs de denrées non alimentaires, est-ce qu'eux, ils ne vont pas avoir enregistré? Ça serait un peu étonnant. Et enfin, quelle sera la source finalement de données pour le producteur? Où est-ce qu'il va aller trouver les informations? Alors dans le cas d'une boue, d'un effluent indus, il va avoir les infos, mais
rien n'oblige dans une NFU ou une AMM d'indiquer sur l'étiquette les quantités de cadmium, arsenic et compagnie sur une étiquette. Et c'est pas vraiment prévu. Donc on ne sait pas. Enfin, dernière dia, une question qui revient souvent, mais je ne comprends pas l'articulation avec l'AMM, les NFU, etc. Donc je vous ai fait une petite diapo où déjà il faudra vérifier est-ce que j'ai eu l'AMM, est-ce que je suis conforme à une NFU, mise en application obligatoire, au cahier des charges, est-ce que je suis conforme à mon arrêté de 98, bout ou effluent indus. En tout cas sur ce qui ne concerne pas les critères d'innocuité, a priori, tout le reste, donc les intrants, les procédés, etc. Ensuite, finalement, à quels critères d'innocuité, quels sont les critères d'innocuité que je respecte? Et donc, est-ce que finalement, je vais être en A1, en A2 ou en B? Et puis, il va falloir, effectivement, pour la catégorie B, respecter quand même des futurs critères d'efficacité qui seront à venir. Voilà, je vous remercie de votre attention.